Bonjour à tous, bienvenue au live de Réformation, durant lequel nous allons vous présenter les nouveautés de Revit 2023. Je vais d'abord commencer par vous présenter Réformation. Alors nous sommes un centre de formation qui est certifié Calliope. Nous sommes également un centre de formation ATC, c'est-à-dire un centre de formation Autodesk Training Center. Nous sommes certifiés pour les formations Revit. Et nous sommes également un centre de certification ICDL, ce qui vous permettra en fait à la suite de nos formations, eh bien, de vous faire certifier par ICDL et donc aussi de faire financer vos formations grâce à votre compte CPF. Réformation, c'est une équipe de 4 personnes. Agathe Gothard et moi-même qui allons donc vous présenter ces nouveautés 2023, mais également Joris l'Espagnol qui s'occupe de la communication et de la partie administrative et aussi de notre future plateforme de e-learning. Et également donc Élodie Busson, qui est notre formatrice Excel et qui est notre conseiller en e-learning, qui est une spécialiste dans ce domaine. Nos formations sont variées, vous voyez qu'elles peuvent, voilà, nous formons donc énormément sur Revit, d'accord, puisque c'est notre spécialité, mais également sur d'autres produits Autodesk comme AutoCAD, et également sur des produits Adobe comme Photoshop, InDesign, Illustrator, ainsi que donc sur des produits plutôt de rendu comme Enscape, Twinmotion. Et bien sûr Excel avec Elodie. Pour chacune de nos formations, vous aurez des outils qui seront mis à votre disposition, des outils imprimés, comme les supports de cours, mais aussi les supports de notes, et aussi des supports numériques que vous pourrez télécharger grâce à notre espace membre. Voilà, donc là vous avez tout un tas d'outils avec des fiches techniques, avec des exercices qui sont mis à votre disposition sur tous les logiciels sur lesquels nous formons et qui vous permettront par la suite donc de monter en compétences et de renforcer en fait les acquis que vous aurez vus en formation. Toutes nos formations peuvent être en présentiel, bien sûr, en classe virtuelle, mais aussi en blend learning, c'est-à-dire en mélangeant de la classe en présentiel ou virtuel avec une partie en plateforme numérique, en plateforme de e-learning. Nous pouvons également vous accompagner sur l'élaboration de chartes graphiques, d'accord? Nous travaillons avec beaucoup de maîtres d'ouvrage ou d'architectes pour la mise en place de leurs chartes graphiques. En ce moment, c'est plutôt sur Revit, mais ça peut également être sur AutoCAD ou sur InDesign. Donc voilà, donc si vous avez besoin de chartes graphiques spécifiques à votre entreprise, eh bien n'hésitez pas à nous consulter et nous pourrons faire donc un accompagnement sur mesure sur ces prestations. Je vais maintenant laisser la parole à Agathe, qui va donc vous présenter en fait les nouveautés de Revit 2023 et qui va également aussi vous présenter en premier lieu les nouveautés de la version 2022.1. À toi, Agathe. Bonjour, donc je vais vous présenter les nouveautés Revit 2023. Alors nous allons dérouler cette présentation suivant différentes thématiques. On a regroupé les nouveautés par grands thèmes. Donc je vous parlais pour commencer des mises à jour de 2022.1 qui font du coup partie de la version 2023. Je vous parlerai des nouveautés qui concernent l'interface, l'environnement, la conception, la modélisation, l'interopérabilité, la collaboration, les familles, le traitement des données, les nouveautés qui concernent les annotations 2D, la mise en page et l'impression, et ensuite la structure MEP et Dynamo. Alors, pour commencer, je vais vous montrer les nouveautés Revit 2022.1 qui font donc partie de cette mise à jour. Alors, la première, et non des moindres, on l'attendait avec impatience, elle va permettre de se passer de plugin. Elle concerne les feuilles et les mises en page. Nous avons enfin la possibilité, donc depuis cette mise à jour 2022.1, de faire des copies de feuilles avec ou non duplication des vues également en une seule manip. Alors je vous montre, soit on duplique la feuille vide, soit on a la possibilité de dupliquer la feuille avec les détails, c'est-à-dire éventuellement les annotations qu'on aurait faites et les légendes qu'on aurait posées. Là, dans ce cas-là, j'avais laissé une légende. Et la dernière possibilité, c'est de dupliquer avec les vues. Et dans ce cas, Revit nous propose de dupliquer la vue seule avec les détails ou en tant que vue dépendante. Donc très pratique, on n'a plus besoin de préparer en amont ces vues ou de faire appel à des plugins pour les duplications de feuilles. Autre nouveauté,
qui va nous faciliter la vie également, c'est l'accrochage entre deux points. Jusqu'à présent, pour placer un objet voilà, au milieu, au milieu de ces deux fauteuils, j'étais obligée de tracer des droites ou des plans de référence pour me repérer. Eh bien, ça y est. Donc là, dans l'accrochage des objets, j'ai enfin l'accrochage à mi-chemin entre deux points. Donc je vais pouvoir choisir un premier point, un deuxième, et il me met voilà, la table au milieu. Donc très pratique cet accrochage, donc fait partie des nouveautés 2022. Donc voilà pour les mises à jour de la version 2022, dont vous pourrez profiter sans attendre forcément votre mise à niveau. Alors on va passer maintenant à 2023. Donc je vais vous présenter les nouveautés qui concernent l'interface et l'environnement de travail. Alors, petit rappel par rapport aux familles, depuis Revit 2021, les bibliothèques de famille de Revit ne sont plus installées automatiquement quand vous installez la version du logiciel. C'est à vous de les télécharger. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet, notamment la section blog, puisque nous avons mis à jour l'article qui permet de trouver tous les liens pour télécharger les familles et les gabarits. Sur les versions 2021, 2022 et 2023. Donc vous avez des liens cliquables et on vous indique quel fichier télécharger pour pouvoir installer les familles. Alors, nouveauté, l'icône, le graphisme complètement changé. Donc, autant depuis quelques années, on avait toujours la même icône. Là, elle a changé. Donc, c'est assez pratique quand vous ouvrez plusieurs versions de Revit parce qu'elle permet dans votre bandeau d'identifier assez vite. Alors, je vais commencer à vous présenter ces nouveautés par rapport à l'interface. Première nouveauté, l'outil mesuré qui est enfin accessible dans les vues 3D. Vous voyez, j'ai lancé et là, je peux avoir des mesures. Voilà, par exemple, si je veux avoir la diagonale, je peux également connaître, grâce aux accrochages aux objets, la distance dans des vues 3D. Voilà, je ne suis pas obligée de repasser en coupe ou en élévation, donc c'est assez pratique de pouvoir mesurer dans les vues 3D. Je me permets sur l'outil mesuré, c'est pas une nouveauté 2023, mais j'ai noté que plusieurs d'entre vous ne l'utilisaient pas forcément. Et on m'a posé la question plusieurs fois. L'outil mesuré, il a éventuellement une option chaînée, vous voyez là dans le ruban, qui me permet en fait de cumuler des mesures. Voilà, si on regarde dans le ruban, là, je cumule toutes les mesures, donc ça permet d'additionner des mesures. Ce n'est pas une nouveauté 2023, mais je tenais à le montrer parce que j'ai vu que beaucoup d'entre vous ne l'utilisaient pas forcément. Alors justement, autre nouveauté d'interface, vous avez l'apparition de petites icônes qui permettent d'identifier les vues mises en page. Donc toutes les vues bleues là sont mises en page, des vues non mises en page. C'est très pratique, ça permet d'avoir une vision. Voilà, c'est cette nouvelle fonction, afficher le placement de la vue sur les icônes. Donc ça permet d'avoir une vision très globale des vues mises en page ou pas. C'est assez pratique dans la gestion de vos vues. Nouvelle commande également par rapport à la sélection. Jusqu'à présent, quand vous sélectionnez des objets, notamment, vous pouvez être pollué, votre sélection peut être polluée par tous les multiples verrous, contrôles, etc. Eh bien, il y a une nouvelle fonction qui est arrivée, activer les contrôles et les codes, disponible également dans le ruban d'accès rapide, qui permet justement de ne plus être pollué à la sélection par ces objets de verrouillage. Donc, activer les contrôles, qui a fait son apparition, non, pour alléger un peu les sélections. Autre nouveauté, alors pareil, sur du confort d'utilisation. Jusqu'à présent, quand je venais insérer des familles imbriquées et partagées, je n'avais pas accès au code temporaire à moins d'activer la cotation. Et là, vous voyez, d'office, même pour les familles partagées, on a les codes temporaires, donc ce qui va aider un petit peu au placement. Nouveauté d'interface par rapport aux matériaux. Assez intéressante également.
Jusqu'à présent, quand vous dupliquez un matériau, d'office, la ressource d'apparence était partagée. Ce qui pouvait poser des problèmes parce qu'on ne faisait pas trop attention et du coup, voilà, là on voit par exemple c'est partagé et donc en changeant une ressource, j'impactais un autre matériau. Aujourd'hui, quand on duplique un matériau, on a le choix de dupliquer la ressource d'apparence également ou de garder les ressources partagées. Donc ça va éviter les sources d'erreur, voilà, quand d'avoir plus notion de si les ressources d'apparence notamment sont partagées ou non. Donc petite facilité sur les matériaux. Autre nouveauté qui concerne le stockage. Alors vous savez que si vous aviez chargé des images particulières, il fallait penser à les transmettre à tous vos intervenants pour qu'ils puissent avoir accès. Donc nouveauté de l'interface, les matériaux, dorénavant les vignettes d'apparence, elles peuvent être stockées sur des serveurs, donc Beamdocs par exemple pour les utilisateurs abonnés. Et c'est très utile pour des équipes distantes parce que souvent on avait de la perte d'informations, on oubliait d'envoyer les images d'apparence et donc si les autres intervenants avaient besoin d'accéder au rendu, ça n'était pas possible. Autre nouveauté par rapport à l'interface, Autodesk annonce des grosses améliorations de performance, donc avec moins de régénération en arrière-plan lors des navigations, l'optimisation des images, donc on devrait gagner quand même en confort. Alors ça, je vous avoue, on ne l'a pas encore testé, mais c'est ce qui est en tout cas annoncé. Alors, on va regarder maintenant les nouveautés qui concernent la conception et la modélisation. Alors, première des nouveautés, une commande qui a fait son apparition, c'est de pouvoir déterminer un plan de travail plus rapidement, directement, sans entrer dans la boîte de dialogue de construction. Donc voilà, définir un plan, choisir un plan, donc un raccourci clavier PK permet en fait tout de suite de choisir un plan de travail sans avoir à rentrer dans une boîte de dialogue. Vous voyez, je vous montre, il a bien été choisi. Et du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir lancer, alors je sais pas, ça peut être par exemple une création de composants in situ. Voilà, avec, je rappelle, une nouvelle catégorie qui est apparue en 2022, aménagement. Voilà, par exemple, si je veux faire un objet de déco, je vais faire un vase, je vais lancer une extrusion et là, je travaille bien dans le plan que j'avais déterminé auparavant. Voilà pour le composant. Autre nouveauté par rapport au plan de construction, alors préalablement, j'ai déterminé un autre plan de construction qui est dans ce plan de travail et je l'ai nommé. Eh bien, ces plans peuvent être choisis directement lors des liaisons de fichiers annexes. Alors, je vais vous montrer un exemple. Lier CAO et je vais aller chercher un fichier SketchUp. Donc, je vérifie bien voilà, le positionnement. Alors là, je vais le faire en manuel. Et vous voyez ici, ce que je vous disais, c'est qu'on a tous les niveaux du projet. Et en plus, on retrouve la possibilité de les placer sur des plans de placement, des plans de référence. La seule condition, c'est qu'il faut qu'ils aient été nommés au préalable. Et de la même façon, voilà, je peux venir placer mon objet. Alors, voilà, je vous ai montré ces deux exemples. Quand même, je mets un petit bémol. D'une façon générale, on aura tendance quand même toujours à vous conseiller de faire des familles, que ce soit pour un objet comme ceci, parce qu'un composant in situ, je le fais effectivement dans ce projet-là, mais s'il doit servir dans un autre, c'est quand même toujours mieux de faire une bibliothèque, même une bibliothèque spécifique au projet. Et de la même façon, ça, c'était pour aller vite, mais c'est pas très efficient. Il vaut mieux insérer vos fichiers SketchUp ou des WG dans des familles et elles-mêmes les insérer dans le projet. C'est mieux pour les comptages, la gestion de la visibilité, etc. Donc voilà, je vous ai fait la démonstration pour vous montrer l'utilisation de ces améliorations sur les plans de travail, mais quand même, dans l'absolu, on vous conseillera toujours d'aller chercher, plutôt d'insérer des familles. Autre nouveauté, l'étude d'ensoleillement qui est devenue beaucoup plus interactive. En fait, maintenant, quand on la lance, on a, alors évidemment, j'ai fait des pré-réglages, j'ai déjà déterminé ma plage, ma journée, et en fait, soit voilà, ça vous lance l'aperçu directement, soit vous pouvez aussi venir image par image, et donc moi j'avais paramétré une image par heure, donc voilà, regardez effectivement les incidences heure par heure
sur l'étude d'ensoleillement. Donc elle est un peu plus facile d'accès que quand on glissait le soleil. Donc amélioration de l'étude d'ensoleillement. Autre nouveauté, une création de sous-catégories par rapport au sol dont on aurait modifié les sous-éléments. Alors évidemment, c'est version pleine uniquement. Donc là, par exemple, j'ai fait l'équivalent d'un petit siphon pour marquer la forme de pente dans la douche. Et donc, ces lignes ont été identifiées. Alors elles sont... Attendez, je vais me décaler, ce sera beaucoup mieux. Donc, sous-catégorie de sol. Et on a donné la possibilité d'avoir la visibilité des lignes de pli, donc qui sont celles qui marquent la pente, et les lignes de scission, qui sont les brisures. Donc visibilité de ces lignes activées, et autre particularité, elles sont sélectionnables, et elles sont, si besoin, on a la possibilité de les convertir. Donc une ligne de pli va devenir une ligne de scission. Donc si on veut gérer la visibilité de cette façon, c'est un peu plus facile. Voilà pour les sols. Alors, une autre nouveauté qui peut être appréciable, comme vous le savez, certaines catégories d'objets n'étaient pas coupables. C'est-à-dire que quand je faisais, par exemple, sur les appareils sanitaires, quand je fais une coupe sur un appareil sanitaire, un équipement, un mobilier, bien, je n'en vois que la face. Donc, Autodesk a travaillé sur l'augmentation du nombre de catégories découpables. Et 4 nouvelles catégories deviennent découpables: les appareils sanitaires, les équipements spécialisés, le mobilier et le système de mobilier. La seule condition, c'est que c'est à vous de spécifier en fait dans la famille si l'élément est vraiment découpable, parce que ça aurait peu d'intérêt par exemple sur un canapé, des choses comme ça. Par contre, voilà, je vais vous montrer un exemple. On va faire, j'ai préparé une coupe voilà, sur la baignoire, et donc pour l'instant, la baignoire, alors que je coupe dessus, je n'en vois que la face. Et donc, la catégorie est devenue découpable, mais je vous le disais, la condition, c'est que vous indiquiez dans la famille que vous voulez effectivement autoriser la découpe dans les vues. Donc, on va le recharger. On remplace les valeurs de paramètres puisqu'on les a changées. Et voilà, et on voit effectivement que du coup, on voit l'appareil coupé. Donc, quatre nouvelles catégories découpables: appareil sanitaire, équipement spécialisé, mobilier et système de mobilier. Alors, par rapport à la conception, dernière nouveauté plutôt appréciable, la commande attacher la géométrie est maintenant applicable à la catégorie des meubles de rangement. Alors, pas le mobilier, mais meubles de rangement. Voilà. Donc, pour illustrer ça, vous voyez, j'ai préparé 2 plans de travail qui ne se croisent pas à angle perpendiculaire. Et voilà, le problème, c'est qu'on a de l'interférence de matière. Et bien donc, attacher la géométrie est devenu accessible pour les meubles de rangement, ce qui va faciliter effectivement la modélisation. Je vais laisser la parole à Lionel pour la suite des nouveautés. Alors, en ce qui concerne les nouveautés de Revit 2023, en ce qui concerne l'interopérabilité et la collaboration. Désormais, dans Revit 2023, vous avez des formats de fichiers supplémentaires qui peuvent être liés à votre maquette Revit. Ces formats de fichiers supplémentaires, vous les retrouvez en fait dans les liens CAO, ou en plus du format DWG, du format SketchUp, que vous aviez déjà précédemment, vous retrouvez maintenant le format Formit, que l'on verra tout à l'heure, hein, qui est on va dire le SketchUp version Autodesk. Vous pouvez aussi mettre en lien directement des fichiers au format Obj, ainsi que des fichiers au format STL. Le format STL étant le format d'impression des maquettes 3D, des impressions 3D. Voilà. Donc dorénavant, vous pouvez insérer, en plus des formats déjà existants, hein, vous pouvez insérer ces 3 formats de fichiers. Si maintenant on regarde aussi au niveau des nouveautés par rapport à ces insertions. Alors, je vais me mettre dans un dessin dans lequel il y a déjà une maquette SketchUp, d'accord? Donc là, vous voyez, j'ai bien un symbole d'importation SketchUp. Et en fait, ce symbole d'importation SketchUp qui a été inséré directement dans la maquette, d'accord? Eh bien, il y a une nouveauté, c'est qu'auparavant, nous étions obligés de passer à chaque fois par un volume in situ ou par un composant in situ pour qu'on puisse voir en fait cette maquette SketchUp coupée. Désormais, donc, quand vous avez tracé votre ligne de coupe, si vous cliquez sur votre modèle SketchUp, vous allez avoir une option qui s'appelle autoriser la découpe dans les vues. Donc à partir du moment où vous allez cocher cette case, et bien quand vous revenez dans votre coupe, vous retrouvez votre modèle SketchUp coupé
Et vous voyez que je vois bien apparaître ici mes menuiseries dans ce modèle SketchUp. Voilà, donc ça fait partie des nouveautés très intéressantes par rapport à l'importation des fichiers SketchUp. Je vais maintenant revenir dans mon modèle Revit et je vais vous montrer en fait comment on peut exporter cette maquette Revit vers Formit, qui est le logiciel équivalent de logiciel d'esquisse chez Autodesk, qui est l'équivalent de SketchUp. Donc là, en fait, dans l'onglet Volume et Site, vous avez un petit bouton qui s'appelle Esquisse 3D et qui va vous permettre d'envoyer votre fichier vers Formit. Alors, j'ai préparé l'envoi, donc nous allons y aller directement. Et nous allons voir que voilà, votre maquette Revit est bien dans Formit. Je vais en fait dans Formit venir tracer un encadrement identique à celui de droite, d'accord, pour le tester, et je viendrai donc l'exporter vers Revit. Donc voilà, je dessine un petit rectangle, voilà, dans Formit, je fais bouton droit de la souris pour décaler de par exemple 4 cm mon encadrement, et puis donc je vais l'exporter, je vais l'extruder, pardon, pour arriver à une extrusion à peu près identique à celle que nous avons juste à côté. Voilà. Donc, elle est sélectionnée, je l'extrude, je lui demande de s'extruder dans l'alignement de ma valeur, sinon je peux très bien m'étirer comme ceci, et puis taper la valeur de décalage. D'accord? Donc là, j'ai mon élément, d'accord? Il est bien présent, il est bien. Voilà, je l'ai rajouté sur ma façade. Et bien, si je veux avoir un aperçu de ce que cela donne dans Revit, j'ai dorénavant donc ce petit bouton dans Formit qui me permet, voilà, en cliquant, d'envoyer automatiquement dans Revit cet élément. D'accord? Donc mon élément a bien été ajouté. D'accord? Il est bien présent ici. Je peux, si je le souhaite, donc revenir dans Formit, apporter des modifications, comme par exemple faire un test de couleur. D'accord? Donc là, je viens de lui changer la couleur. Et bien donc, voilà, je peux tout de suite refaire un aperçu et automatiquement, dans Revit, la mise à jour est effectuée. Voilà, donc ça c'est quelque chose, c'est un processus qu'ils ont grandement amélioré avec cette version Revit 2023, et vous pouvez donc faire vos esquisses dans Formit et les envoyer directement après par la suite dans Revit pour qu'il y ait une mise à jour, pour qu'il y ait un test. Cet objet qui a été rajouté de Formit dans Revit, quand vous êtes dans votre maquette Revit, vous pouvez bien sûr le sélectionner, d'accord? Il est bien présent dans votre maquette et vous voyez qu'en fait c'est un symbole d'importation. Voilà. Au niveau de l'interopérabilité, dorénavant en fait quand vous sélectionnez un objet, vous avez tout en bas dans la boîte de dialogue propriété vos paramètres IFC qui sont déjà disponibles. Auparavant, tout le monde était obligé de les créer, hein. Tout le monde se souvient du paramètre IFC export as par exemple. Eh bien, dorénavant, vous les retrouvez ici. Vous avez, vous voyez, 4 paramètres dans lesquels en fait vous allez pouvoir définir si ces paramètres IFC dépendent du type de votre objet, ou alors si vous les intégrez ou pas dans l'export IFC. Vous pouvez bien sûr changer le format IFC, d'accord, avec lequel vous souhaitez exporter votre objet, d'accord, et donc votre maquette. Et donc dorénavant, quand vous cliquez, donc soit vous connaissez la classe vers laquelle vous souhaitez exporter cet objet, soit sinon vous pouvez très bien venir cliquer sur les 3 petits points et vous allez avoir donc une boîte de dialogue dans laquelle vous choisirez votre version IFC, d'accord, IFC 2x4, IFC 4, pardon, IFC 2x3 ou IFC 2x2, et vous pouvez donc faire une recherche comme ça pour dire par exemple, voilà, si je commence par IFC-R, eh bien je retrouve toutes mes possibilités. Je peux lui dire, bah tiens, finalement, cet élément-là, ce n'est pas un mur, mais c'est un toit. Voilà, d'accord? Donc on peut changer et éventuellement on peut prédéfinir des presets supplémentaires. Donc en fait, on fait OK, et donc notre objet a bien changé, lors de l'exportation, aura bien changé de classification. Voilà. D'accord? Donc vous avez ici, vous retrouvez aussi l'IFC Guide. Donc toutes ces informations sont dorénavant disponibles pour tous les objets Revit. Si je clique sur une fenêtre, vous voyez qu'en fait, je retrouve mes paramètres IFC dans cette partie de droite. Autre nouveauté concernant l'interopérabilité, vous avez dorénavant des paramètres partagés. Alors ces paramètres partagés sont disponibles, en fait ces fonctions-là sont disponibles avec BIM 360. Ces paramètres partagés
vous les retrouvez en fait quand vous êtes dans l'onglet Gérer et vous avez ici les services de paramètres. Voilà. Donc si vous avez votre abonnement BIM 360, en cliquant sur cette icône, vous accéderez directement à vos paramètres partagés. Donc ça fait partie des nouveautés que l'on retrouve dans BIM 360. Donc là, on va vous en parler très rapidement. Donc dorénavant, vous avez ces paramètres-là. Vous avez aussi la possibilité, vous voyez, depuis l'accueil de BIM 360, d'abandonner vos droits. D'accord? Vous avez aussi la possibilité de conserver des versions antérieures, d'accord, depuis cette page d'accueil de BIM 360. Et vous pouvez aussi donc échanger des données. Donc vous pouvez partager des parties du modèle, d'accord, avec les 3D, les vues coupées, hein, les 3D coupées. Et donc vous pouvez comme ça exporter qu'une partie d'échanger, pardon, qu'une partie de ces éléments qui sont dans BIM 360. Je relaisse la parole à Agathe pour vous présenter les nouveautés concernant les familles. Donc voici maintenant les nouveautés qui concernent les familles. Alors, première, on va dire amélioration plus que nouveauté, mais on va gagner énormément en confort. Les familles hébergées, jusqu'à présent, il fallait redéfinir à chaque fois le plan de placement. C'est-à-dire que par défaut, voilà, la fois d'après, ils se remettaient sur le plan de construction. Or, maintenant, ça y est, ils gardent en mémoire, quand je le rappelle, la dernière possibilité de placement. Donc, on gagne quand même en confort, en rapidité. Ça évite à chaque fois de le rechoisir. Autre nouveauté concernant les familles, c'est dans le modeleur de famille, on a enfin la possibilité d'intégrer des zones de pochage dans les familles 3D. On n'est plus obligé de faire des éléments de détail, de les insérer et ensuite de les utiliser. Donc directement les zones de pochage possibles dans le modeleur de famille 3D. Donc pareil, optimisation un petit peu du travail. Autre nouveauté, 2 nouvelles catégories techniques qui sont apparues, les appareils de régulation CVC, dans lesquels on va pouvoir mettre les thermostats, les capteurs, et les équipements de plomberie, pour dissocier tout ce qui est chauffe-eau, pompe, etc., des appareils sanitaires. Alors, il y a juste petite chose, quand on cherche cette catégorie, ils ont mis un accent équipement, alors qu'ils n'en avaient pas mis pour les autres. Résultat, si jamais vous voulez changer vos catégories de famille, eh bien, voilà, dans équipement, ne perdez pas trop de temps. Bon, il était bien coché. Il n'y est pas parce qu'en fait, il est tout à la fin. Équipement de plomberie, voilà, avec un accent, donc ce qui fait qu'il se met tout à la fin et pas avec les équipements standards. Donc voilà. Autre nouveauté sur les familles, alors toujours technique, ça concerne les connecteurs. Jusqu'à présent, quand on avait un connecteur et qu'on voulait le changer de face, il fallait le refaire, donc refaire les réglages, etc. Eh bien, ça y est, ça a été réglé. On peut enfin choisir un nouvel hôte pour les connecteurs tout en gardant les réglages qu'on a déjà faits. Donc, pareil, on gagne énormément en confort. Autre nouveauté, ça va concerner les familles plutôt techniques et notamment les étiquettes. On va avoir alors 2 nouveautés, la possibilité en fait de pouvoir dans ces étiquettes techniques éventuellement aller chercher en fait la référence de l'élévation en point de topographie, ce qui fait qu'on va pouvoir intégrer des altimétries NGF. Et autre nouveauté, alors à chaque fois tout s'est grandement amélioré par rapport au point d'élévation, on n'est plus juste à la justification, on a l'épaisseur, l'intérieur. Mais autre amélioration, et là je l'ai fait dans cette étiquette, je suis allée chercher la file d'eau, parce que maintenant, dans l'étiquette, j'ai la possibilité, dans les libellés disponibles, d'aller chercher justement l'élévation au point intérieur. Et vite fait le calcul automatiquement entre l'épaisseur et l'élévation, ce qui va me permettre d'intégrer des fils d'eau. Et donc, comme je vous le disais, la possibilité d'aller créer des paramètres, voilà, des types qui vont pouvoir aller chercher soit le point de topographie, soit la base du projet, soit le point relatif. Alors, toujours pareil, moi j'ai un petit bémol, ils l'ont fait sur les familles MEP, donc c'est super pour les réseaux, etc. On attend qu'ils étendent à toutes les catégories, parce que ça pourrait être intéressant d'avoir cette option d'aller chercher l'élévation topographique pour toutes les catégories. Alors, on va continuer la présentation sur le traitement des données. Alors, première, par rapport au traitement des données, alors ça rejoint un peu aussi les familles.
il y a des catégories supplémentaires que jusqu'à présent on ne pouvait pas étiqueter, qu'on peut dorénavant étiqueter. Ce sont les poteaux alors architecturaux, les éléments d'environnement, les terre-pleins, les bords de toiture et les sous-faces de toit, les bords de dalles, les gouttières, les mains courantes et les traverses hautes, les rampes d'accès et les profils en relief. Et il y en a 2 autres que j'ai mis un petit peu à part, et ça c'est vraiment, ça va nous faciliter la vie, c'est les groupes de modèles et les liens Revit. Et en plus, en autre modification sur les données, sur ces éléments-là, ils ont rajouté, donc là par exemple j'ai créé un groupe, ils ont rajouté tous les paramètres de données d'identification accessibles pour les groupes et les liens. Donc ça va être donc lié au fait qu'on puisse l'étiqueter. Voilà, je vais pouvoir mettre un commentaire apposé par exemple par le cuisinier, puisqu'il s'agit de la cuisine. Et je vais pouvoir du coup venir aussi l'étiqueter. Donc à noter, je vais mettre voilà. Et donc je retrouve mon commentaire qui est ici. Et donc je peux maintenant étiqueter et les liens et les groupes. Donc gain de temps. Et je retrouve, donc je vous dis, les paramètres données d'identification. Alors, dans ces paramètres de données d'identification, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a marque. Eh bien, marque, en fait, c'est une modification. C'était notre ancien identifiant. Ils l'ont renommé. Ils ont renommé le paramètre identifiant par marque. Alors, bon, voilà, il va juste falloir s'y habituer. Pas d'inquiétude, hein, c'est-à-dire que les étiquettes qui allaient chercher les identifiants iront chercher marque. Et dans vos tableaux, si besoin, ils ont fait la transposition, c'est-à-dire qu'ils ont même gardé l'ancienne en tête si vous aviez les identifiants. Donc voilà, c'est juste qu'il faut s'habituer à cette dénomination. L'identifiant a disparu. Ils l'ont remplacé par ce paramètre marque, ils l'ont renommé en tout cas. Alors ensuite, par rapport au traitement des données, petite amélioration sur les traitements, les formules conditionnelles. Jusqu'à présent, dans les formules conditionnelles, on ne pouvait pas aller chercher, justement je vais me servir de marque, aller chercher le paramètre famille et type. Ça a été résolu, donc par exemple je peux mettre en surbrillance, je vais mettre en surbrillance par exemple les identifiants, parce que je suis en train de mettre en surbrillance la marque, les identifiants de certaines portes, voilà. Et donc je demande à Revit de me les marquer en orange, et voilà, ça me permet de mettre en surbrillance les portes que j'ai remarquées. Donc la mise en forme conditionnelle, donc il fait appel aux familles type ou famille et type. Alors, autre nouveauté par rapport au traitement des données, et qui, pareil, va faciliter un petit peu le travail, ça concerne les tables de valeur. Alors, qui sont déjà améliorées grandement en 2022, hein, puisqu'elles permettaient d'intégrer des paramètres partagés. Autre amélioration, aujourd'hui, quand on affecte une table de valeur, donc voilà, l'idée c'est d'avoir des champs pré-remplis en fonction d'une table de valeur, donc c'est très pratique. Jusqu'à présent, quand on supprimait le lien à la table de valeur, eh bien les informations disparaissaient. Et là, c'est une bonne nouvelle, elles restent en mémoire et du coup, on peut éventuellement prendre la main, les modifier. Donc, c'est pareil, ça a l'air de rien, mais en termes de confort, c'est quand même rudement pratique parce que sinon, il fallait, avant de le faire sauter, se souvenir de tout ce qu'il y avait et éventuellement les re-régler. Donc, amélioration sur la table de valeur. Autre amélioration, alors ça concerne les nomenclatures et c'est vrai que ça va être aussi assez facile d'utiliser. Ah pardon, il faut que j'aille sur une feuille. Il y a une nouvelle condition de filtrage pour les nomenclatures. Voilà, alors je vous donne l'exemple. Sur cette feuille, j'ai les 2 plans de la maison et le tableau qui correspond aux finitions du sol avec les 2 niveaux. Ce tableau, donc je vous dis, il y a une nouvelle condition de filtrage qui est apparue dans les filtres. On peut filtrer par feuille. Ce que ça signifie que si jamais les données qui sont sur ma feuille viennent, eh bien le tableau s'adapte automatiquement. Donc je vous montre par exemple si je supprime l'étage de ma feuille, eh bien le tableau, il prend d'office en considération puisqu'il y a. Donc ça c'est formidable, ça va vous éviter vous de faire les filtres, c'est-à-dire qu'en cochant cette case, Revit ne filtrera que les données qu'il trouve sur la feuille. Alors évidemment, il faut avoir mis en page la nomenclature, hein, mais c'est pareil, c'est un gain de temps énorme. Pour le traitement des données, toujours amélioration des filtres. Les filtrages, jusqu'à présent, on n'avait pas, alors je vais faire une nouvelle condition, par exemple, je vais demander les murs, par exemple, quand je voulais prendre que les murs du rez-de-chaussée,
Je n'avais pas la possibilité jusqu'à présent de filtrer avec leurs données que sont les contraintes inférieures, c'est le plan de placement en fait, et les contraintes éventuellement supérieures. Ça a été résolu, ça veut dire que d'un coup, je peux filtrer tous mes murs grâce à ces contraintes inférieures supérieures. Sinon, avant, il fallait que je fasse pareil, un subterfuge, il fallait que je rajoute des choses. Donc là, plus facilement en utilisant enfin les contraintes inférieures et supérieures. Autre nouveauté sur les filtres, bon, pareil, je vais lancer un nouveau filtre. Il y a des nouvelles catégories qui sont accessibles, notamment par rapport au toit. Il y a des sous-catégories, les sous-faces de toit qui ne l'étaient pas, et par rapport au mur, les profils en relief qui sont devenus également, voilà. Donc on peut compter en linéaire tous les profils en relief. Donc amélioration des conditions de filtrage. Alors évidemment les filtres Revit version plat. Je vais poursuivre avec toutes les modifications qui concernent les annotations. Alors, première amélioration, elle concerne les libellés des courbes de niveau. Alors, je vais vous montrer en 2022, je vais repasser sur 2022, voilà, j'ai le même fichier en 2022 et en 2023. Jusqu'à présent, quand je mettais des altitudes sur courbe, eh bien, l'orientation de ces altitudes était liée au sens de montée. Voilà, il mettait les annotations dans le sens de la montée, ce qui n'était pas forcément très pratique. 2023, ça a été amélioré. Alors là, il fait une orientation par rapport au nord du projet, mais la plupart du temps, voilà, ça correspond bien à ce qu'on veut. Donc volume et site, et vous voyez, on va voir tout de suite la différence. Effectivement, là, je me rapproche d'un sens de lecture. C'est pas tout à fait un sens de lecture, mais ça correspond. Alors moi sur ça, voilà, je trouve que c'est vraiment effectivement une grosse amélioration parce qu'on avait vraiment des problèmes de sens de lecture. Il y a toujours quelque chose que j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne nous donnent pas accessible, c'est le fait de pouvoir rendre ces courbes de niveau transparentes, parce que quand on a des plans de masse en couleur, on n'a toujours pas la possibilité de rendre ces courbes transparentes, ce que je trouve un petit peu dommage. Bon, voilà, on va peut-être l'avoir dans les mises à jour qui vont arriver. Alors, autre modification concernant les annotations. Alors, c'est toujours c'est une amélioration de 2022. Donc, en 2022, hein, vous le savez, on avait eu la possibilité de pouvoir faire des étiquettes multiples. Donc, très pratique. Par contre, c'était pas toujours... voilà, quand je bouge l'étiquette, le placement de ces repères n'était pas toujours judicieux. Donc, amélioration 2023, on a la possibilité, en fait, de venir fusionner ces repères et d'avoir des placements peut-être un peu plus graphiquement satisfaisants, on va dire. Alors, une info, hein, c'est que, bon là, ça renseigne, si jamais vous changez via l'étiquette une variation, bien sûr que vous impactez vos objets. Il m'en manque un. Voilà. Donc, les étiquettes multiples, voilà, avec le fait de pouvoir regrouper les repères, donc on va gagner effectivement en graphisme. Autre amélioration sur la 2D et les annotations, on va dorénavant pouvoir étiqueter les objets qui sont dans les jeux de déplacement. Jusqu'à présent, je ne pouvais pas étiqueter les objets déplacés dans les vues. Alors la seule condition, c'est d'avoir verrouillé l'orientation de la vue. Et donc maintenant, vous allez voir qu'il est tout à fait possible de venir étiqueter une famille, enfin un objet qui est dans un jeu de déplacement. Donc pareil, très pratique au niveau des renseignements. Autre amélioration sur ces jeux de déplacement, ils sont maintenant accessibles depuis les vues 2D. Donc pareil, vos détails vont pouvoir gagner, ou autres plans vont pouvoir gagner en compréhension, puisqu'on a donc la possibilité maintenant de faire les jeux de déplacement aussi dans les vues 2D. Donc voilà, par exemple là sur un détail, j'écarte le garde-corps pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, on continue les nouveautés sur la mise en page et l'impression. Donc, je vous ai déjà dit, en 2022.1, la possibilité enfin de dupliquer les feuilles et les vues en une seule manipulation. 2023, donc ils ont continué d'améliorer les impressions. Et notamment, je peux maintenant, donc là, vous voyez, j'ai une vue qui est placée.
eh bien je peux, si je le souhaite, venir la remplacer. Et je peux même, du coup, j'ai même la fonction rechercher qui me permet, voilà, par exemple, j'ai fait un plan de variante, j'aimerais le mettre en page, et bien tout de suite, voilà, il m'a remplacé la vue qui était directement, en la laissant à la place, etc. Donc j'ai la possibilité de remplacer les vues sur les feuilles. Donc vraiment, voilà, optimisation effectivement du gain de temps. Autre amélioration, ça concerne alors une nouveauté, pareil, qui était en 2022. C'était par rapport aux exportations des PDF. Donc ça, c'était une nouveauté qui est apparue en 2022. Amélioration 2023, j'ai maintenant la possibilité, l'ordre des feuilles jusqu'à présent était dans l'ordre de numérotation. Eh bien, on a maintenant la possibilité de modifier, si on le souhaite, l'ordre d'impression des pages. Ça veut dire que, quelle que soit leur numérotation, vous pourrez réorganiser vos groupes, etc. Donc là, je peux réorganiser mes feuilles dans l'exportation PDF. Donc, amélioration par rapport à la mise en page. On continue, alors cette fois-ci, les nouveautés qui concernent la structure. Mais en fait, ça recoupe aussi quand même l'architecture. Alors, grosse avancée par rapport au mur. Jusqu'à présent, un mur, il était soit architectural, on va dire, soit structurel, puisqu'il suffisait de cocher la case structure. Ils ont apporté une petite nuance dans ces structures, parce qu'il était possible d'avoir des murs non porteurs qui devaient être ferraillés. Et du coup, il y avait une incohérence. On ne pouvait pas configurer ça. C'est maintenant possible, puisque dans les utilisations structurelles des murs porteurs, on a maintenant la possibilité de signifier que le mur, il est structurel, mais il est non porteur. Donc on va pouvoir quand même configurer des armatures. Et aussi par rapport aux exports IFC, ils vont être exportés du coup en mur structurel, mais non porteur. Donc ce qui va faciliter aussi les échanges avec les BE et la gestion de la structure. Alors, autre nouveauté en structure, et ça c'est pareil en optimisation de travail, le modèle analytique a été rendu indépendant de la modélisation, ce qui signifie qu'on peut même en fait totalement modéliser un modèle analytique simple sans avoir à modéliser des poteaux, des poutres, etc. Donc c'est pareil, on rentre vraiment voilà, dans la modélisation au départ, on peut modéliser sans avoir à modéliser les objets. Autre amélioration du coup sur ces modèles analytiques, c'est quand bien même les objets seraient modélisés, eh bien on a la main sur les nœuds et on peut changer le modèle, les éléments analytiques en fait deviennent modifiables. Donc c'est pareil, on va gagner en optimisation par rapport à la structure. Autre modification sur la structure, alors là je vous les énumère rapidement parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail. Toute la modélisation des structures métalliques grâce aux assemblages s'est énormément améliorée. Il y a une automatisation de la conception. Les contenus de la bibliothèque des connecteurs se sont étoffés avec des bibliothèques beaucoup plus prêtes à l'emploi. Donc ça devient beaucoup plus facile de modéliser en détail ces structures métalliques. Il y a aussi eu un travail fait sur l'automatisation de la modélisation analytique cette fois-ci aussi, donc qui permet d'aller beaucoup plus vite. Et pour les armatures, alors là je pense que c'est là où il y a eu vraiment énormément de modifications, il y a beaucoup d'améliorations, on peut propager un système, c'est-à-dire quand on a modélisé un système d'armature dans une poutre de forme rectangulaire, on peut le propager à une autre, même si elle n'a pas exactement la taille, on peut le propager par face, enfin, ça va gagner énormément en temps. Et on peut également faire les jeux de déplacement sur les armatures, donc en compréhension des pièces graphiques, ça va effectivement aussi être un gros gain de temps. On va regarder maintenant les modifications. Alors pareil, je vais les passer en revue qui concernent la MEP. Donc MEP, c'est CVC, électricité et plomberie dans Revit. Première amélioration, et ça c'est pour les bâtiments en réhabilitation. Jusqu'à présent, quand on démolissait un système de gaine, eh bien, il n'était plus raccordé, on n'avait plus signe du raccordement à son système. Aujourd'hui, les éléments MEP démolis restent connectés à leur système. Donc ça permet effectivement de mieux gérer les opérations de réhabilitation. Ça aussi, grosse nouveauté par rapport à l'électricité. Et ça, je pense que ça va en permettre, en fait, dans les phases préliminaires des projets, de gagner un temps énorme. Jusqu'à présent, pour faire ces études électriques, on était obligé de modéliser tous les objets. Ça a été
voilà, complètement modifié. On a la possibilité de faire une conception préliminaire en faisant des grandes zones, en attribuant des charges théoriques par surface, en définissant des systèmes de distribution, sans toutefois avoir tout modélisé. Donc sur les phases préliminaires d'études, c'est un point extrêmement positif pour ceux qui font du technique et notamment de l'électricité. Toujours en électricité, alors voilà, si vous manipulez pas, ça vous parle pas, mais pour ceux qui le font, c'est important. Numéro de circuit ajouté aux équipements électriques, ce qui va permettre en fait de les utiliser dans les étiquettes, les nomenclatures, les filtres, très utiles pour pouvoir les intégrer dans tous les systèmes. Et alors, ils ont continué d'améliorer le problème des annotations dans les équipements électriques. Les équipements électriques, souvent le problème, c'est que ce sont des équipements qui sont posés sur une face, ces interrupteurs, et on veut voir le symbole sur le plan. Donc avant la version 2022, c'était assez complexe, il fallait imbriquer des familles, etc. Ça a été simplifié en 2022 et encore amélioré en 2023, puisque l'orientation des annotations a été rendue cohérente dans les vues, suivant l'orientation, c'était un petit peu complexe. Et je vais repasser la parole à Lionel pour les nouveautés concernant Dynamo. Alors, en ce qui concerne les nouveautés de Revit 2023 pour la partie Dynamo, les nouveautés sont en fait un nouveau lecteur Dynamo, plus moderne, ainsi qu'une mise à jour Dynamo qui passe donc maintenant en Dynamo 2.13. Voilà. Alors, pour conclure cette présentation, c'est vrai que cette année, je suis un petit peu mitigée sur les nouveautés. Je suis contente, je trouve qu'on a énormément gagné en confort. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas eu, comme l'année dernière, de vraies nouveautés sur la modélisation. Je pense que vous l'avez vu, à chaque fois, j'ai beaucoup dit que c'était des améliorations de 2022. Donc pour moi, cette version-là, c'est plus une mise à jour de 2022 qu'une réelle avancée. Alors, à part, je tempère, pardon, mes propos, c'est surtout sur la modélisation architecturale, parce que pour le coup, en structure et en technique, il y a eu beaucoup d'améliorations qui vont faciliter le travail des intervenants sur ces lots-là. Alors, pour finir, je me permets de présenter, donc Lionel vous en a parlé en début de présentation, de tous nos outils. Donc, on vous a présenté notre site. N'hésitez pas à aller le consulter. Nous avons un blog, comme vous l'avez vu par exemple sur les familles, où on fait des articles régulièrement. Et après, il y a toute une partie, alors un espace membre qui est dédié aux personnes qui font des formations chez nous. Je me permets d'en parler parce qu'il y a énormément de contenu sur cet espace membre. Et on note que ce n'est pas forcément le premier réflexe. Alors déjà, il y a un forum dédié par logiciel dont vous avez suivi une formation. Donc on répond à toutes vos questions. Et surtout, on répond de façon vraiment individualisée. Vous avez une section aussi des vidéos trucs et astuces pour voir en 10-20 minutes des petites trucs et astuces sur 3 logiciels principalement. Et on a également surtout des fiches didactiques qui sont régulièrement mises à jour. Et sur Revit, nos fiches didactiques, on en a énormément. Alors je voulais vous les présenter. D'autant plus que très prochainement, on est en train de travailler à la mise en place de formations en ligne. Et donc l'idée, c'est que aujourd'hui les fiches sont accessibles si vous avez suivi une formation chez nous, suivant la formation que vous avez suivie. Et en fait, l'idée, c'est qu'on voudrait rendre ces fiches avec du contenu vidéo, de support de formation, accessibles directement en ligne, un petit peu à la carte, quoi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre les 4 jours de perfectionnement pour avoir accès à des fiches ou les 6 jours d'initiation. Donc les raccourcis clavier, le géoréférencement, alors ça c'est effectivement très utile qui complète notre formation. Créer un paramètre avec la notion de paramètre partagé, paramètre de projet. Créer des plans de vente, là une fiche spéciale pour les architectes, donc la structuration pour créer tous les plans de vente, la feuille, toutes les astuces, les paramètres, etc. Un guide clic à clic pour pouvoir réaliser ces plans de vente. La modélisation du terrain. Ensuite, on a des fiches techniques, les réseaux de plomberie, les réseaux électriques, les chemins de câbles et des fiches spécifiquement dédiées à nos formations perfectionnement. Donc, créer une famille fenêtre, alors évidemment qui s'extrapole sur plein d'autres types de familles, mais on a pris l'exemple des fenêtres parce que c'est une grosse demande. Les liaisons de maquettes, le travail collaboratif, comment travailler à plusieurs sur une même maquette. Et notre dernière fiche, alors qu'on va mettre à jour, alors toutes ces fiches bien sûr seront mises à jour sur la version 2023,
Et celle-ci, je voulais vous la présenter un petit peu plus particulièrement parce que on a vraiment mis en place une méthode point par point qui vous permet, en amont, dans vos gabarits de fichiers, de préparer des nomenclatures, des configurations pour les surfaces, pour sortir vos tableaux de surface directement, même pour quelqu'un qui ne manipule pas bien Revit. Il aura juste à modéliser ses surfaces et à attribuer un type de surface. Alors je vais vous montrer ça vite fait sur un fichier d'exemple. Vous voyez, par exemple, là, on a fait des surfaces et l'idée, c'est que le tableau, il est préparé en fait et il se met à jour automatiquement. C'est-à-dire qu'il sera déjà là et les gens ont juste à modéliser. Alors par exemple, là, je n'ai pas le niveau 1, donc je vais vous montrer en direct. J'ai préparé quand même, j'ai déjà modélisé les contours de surface. Et donc là, il me suffit d'aller faire juste les surfaces et de choisir justement avant, par exemple, est-ce que là c'est du logement, donc je vais pouvoir mettre du logement, je vais pouvoir identifier par exemple là les vides, et pour la dernière partie, je vais pouvoir identifier par exemple les surfaces de plancher standard, donc sans déduction de 10%. Alors évidemment, je pourrais les nommer, mais ce qui est important de voir, c'est que mon tableau, il s'est mis à jour automatiquement, juste en attribuant. Et en fait, il se met à jour au fur et à mesure. Donc cette fiche-là, on va certainement la mettre en ligne assez rapidement pour qu'elle devienne, que vous puissiez suivre cette méthode et l'intégrer dans vos gabarits. Et écoutez, je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet où voilà, vous avez un petit contact. Regardez nos agendas de formation. Et puis, très rapidement, de vous tenir au courant sur les mises en ligne de tous ces supports. Merci. Eh bien, merci Agathe pour cette présentation des nouveautés. J'espère que ce live vous a plu, que vous en savez un peu plus sur ces nouveautés Revit 2023. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre mail formation@trait.fr ou directement sur notre site internet reformation.fr. Avant de nous quitter, j'aimerais bien vous présenter quand même les prochaines formations que nous allons dispenser en inter-entreprise. Donc ces prochaines formations auront lieu au mois de juin de cette année 2022. La première formation sera sur les familles Revit, c'est un perfectionnement Revit, donc c'est une inter-entreprise qui aura lieu les mercredis 15 et 22 juin. Vous aurez également une deuxième formation au perfectionnement Revit, mais qui, elle, sera spécifiquement sur le rendu dans Revit, le mardi 21 juin. Et enfin, une formation qui n'est pas sur Revit, mais qui est, on va dire, complémentaire, puisque c'est une formation sur la réalité étendue. C'est pour une vulgarisation, mais cette formation sera dispensée par Jonathan Pascal, qui est spécialisé dans cette réalité étendue, c'est-à-dire la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et cette formation aura lieu donc le mardi 28 juin 2022 dans nos locaux. Voilà, donc si vous êtes intéressé par toutes ces formations, eh bien, vous pouvez vous inscrire, nous envoyer un mail donc sur formation@trait.fr. Vous pouvez également donc les consulter et voir tout au long de l'année notre agenda de formation inter-entreprise depuis notre site internet reformation.fr. Eh bien, je vous remercie de nous avoir suivis sur notre live, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute information complémentaire. Nous vous souhaitons une bonne journée et une bonne continuation. À bientôt!